Salut les tondeuses, c'est la praline, vous regardez le 12e journal de la F1. Allez, c'est parti! Au sommaire aujourd'hui, la 9e manche, le Grand Prix du Canada. Alors on va voir ça en 4 points. Premier point, on va voir tout ce qui s'est passé pendant le week-end, les meilleures images, les moments marquants, les moments chocs. Ensuite, on verra un petit peu la différence entre le marsouinage et le bouncing, parce qu'en fait, on n'arrête pas de parler de ça. On en avait parlé au tout début de saison, on l'avait un petit peu oublié, et puis là, depuis Bakou, on fait que parler de ça. Je vous explique la différence entre les deux pour que vous compreniez tout. On verra dans un troisième temps les gossips de la FIA. Il se passe plein de choses en ce moment, on va dire dans les coulisses de la Formule 1, ça piapiate, ça blablate, chacun y va de son petit avis, je vous ferai le point là-dessus. Et pour finir l'émission, je vous parlerai d'Oscar Piastri qui est un superbe jeune pilote, un pilote talentueux, il est champion du monde en Formule 2 et il n'a pas sa place en F1 pour le moment. On va voir ensemble en moins d'1 minute 30 ce qui s'est passé pendant les 3 séances d'essais libres. On va commencer par Ocon qui s'est fait surprendre par un sachet. Je voulais vous montrer l'image, c'est important. Voir ce que ça fait un sachet qui bouche une écope de frein. Ça empêche le frein de se refroidir. Et à l'arrivée, ça conduit aux freins qui prennent feu. Alors c'est très désagréable, c'est pas un gros problème. Mais enfin, c'est quand même une image notable. Ensuite, la deuxième image marquante de ces essais libres, ça ne peut se produire qu'au Canada. Il n'y a qu'au Canada qu'on voit ça. Je vous laisse regarder ça. Et ça passe pas loin pour la marmotte quand même. Oh, la marmotte, elle traverse entre 3 Formule 1. Elle a vraiment manqué de discernement. Il y a quelques années de ça, c'était Romain Grosjean qui avait shooté une marmotte, la pauvre. Bon, elle n'a pas souffert, hein, c'est sûr. Mais voilà, on n'est encore pas passé loin. Ça donne toujours des images cocasses. La troisième image notable aussi, qui moi m'a fait réagir en tout cas, c'était celle-ci. Une canette qui roule sur le circuit. Donc c'est du Pepsi Light, hein, il n'y a pas de souci. On est bien en Amérique du Nord. Le commissaire qui va la chercher se fait ovationner par toute la foule. Je trouve l'image très chouette. À côté de ça, rien de bien notable dans les séances d'essais libres. Les écuries comme les pilotes ont été studieux, ils ont bien tourné, ils connaissent bien la piste, ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Cette piste-là, elle a beaucoup de dégagement en cas de petites erreurs. Voilà, tout s'est bien passé jusqu'en P3. La FP3, la 3e séance d'essais libres, elle se passait sous la pluie. Et ça change tout parce que la séance d'essai numéro 3 se passe seulement quelques heures avant les qualifs. Et on sait à ce moment-là qu'en qualif, il va pleuvoir aussi. C'est important pour les pilotes de se rassurer, de se montrer, de faire les bons réglages, de faire les bons choix pour préparer la qualif qui va se passer quelques heures plus tard seulement. On va souligner Kevin Magnussen qui nous fait un petit clin d'œil, c'est sympa Kev, avec un petit tondeuse à gazon style. J'aime bien l'image, c'était très chouette, c'est pas méchant heureusement. Et même Verstappen à la fin, il s'est fait surprendre, il attaque un peu et un peu trop. Là non plus c'est sans frais et c'est quand même une image notable. Nous voilà rendus maintenant aux qualifications, une séance importante puisque évidemment elle prédéfinit les places sur la grille de départ, mais au-delà de ça elle se passe sous la pluie et on sait d'avance que le Grand Prix se passera sur le sec. Alors c'est toujours un petit peu compliqué d'aborder ça sereinement, sans faire d'erreur et tout ça. Le but du jeu, c'est de ne pas être le premier à se faire piéger. Le premier à se faire piéger, c'est Alex Albon. Alors c'est dommage, on l'aime bien. Il fait un tout droit, il vient embrasser gentiment les Tech Pro. C'est sans frais là aussi. Il casse rien sur la voiture, simplement une grosse mise en garde. Quelques minutes plus tard, c'est Pérez. Alors lui, il va embrasser le Tech Pro, mais un petit peu plus à la mexicaine. Vous voyez, il a mis un petit peu plus de nerfs, un petit peu plus de corps. Bon, pour lui, les qualifs, elles s'arrêtent là. C'est bien dommage, on est seulement au Q2. Mais ça arrive, sous la pluie, honnêtement, ça arrive vite. C'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. Il y a 1000 chevaux à contrôler. C'est très difficile. À la fin des qualifs, pendant la Q3, la piste commence à drôlement sécher. On voit bien au milieu de la piste un endroit sec. Et Russell a une idée de génie, une idée de petit jeune. J'aime bien ça. Il s'est dit, allez, je vais mettre les pneus slick, les pneus pour rouler sur le sec. Et je vais rester sur la petite trajectoire pour voir ce que ça donne. Si ça passe, il fait la pole sans aucun doute. Bon, le problème, c'est qu'à l'arrivée, ça passe pas vraiment. Voilà, c'est très dur. À l'entrée du premier virage, il vient mordre un petit peu sur l'eau. Ça met de l'eau sur les pneus. Et là, c'est terminé, c'est holiday on ice. Bon, c'est pas bien méchant, encore une fois, il abîme pas particulièrement la voiture. C'était une image assez drôle, mais c'était bien tenté. Verstappen, pendant toute la séance, il est devant tout le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il coupe la ligne de départ arrivée, il prend 1 seconde 3
à tous ceux qui sont derrière, minimum. C'est Max Verstappen sous la pluie. Honnêtement, à l'heure actuelle, c'est le pilote le plus capé sous la pluie. Il est impressionnant. Mais derrière lui, tout est à faire puisque Charles Leclerc partira dernier. En effet, il vient de changer son moteur complet après la casse moteur qu'il a subie à Bakou, donc il part dernier. Et on sait que Sainz est un petit peu limite et on voit bien que Pérez, de toute façon, il est déjà dans la rambarde. Alors ça laisse de la place pour tout le monde et là derrière, c'est tout le monde qui essaye de tirer son épingle du jeu. Et celui qui y arrive, j'étais super content pour lui, c'est Fernando Alonso. Il partira deuxième, c'est exceptionnel pour sa petite Alpine. Et là, c'est la joie dans les stands, j'adore ces images-là. Ça, c'est du sport d'équipe, c'est du sport auto. Tout le monde est content. Il y en a un dans les stands, il fait 2 mètres de haut, il attrape le petit à côté de lui, il lui met un tampon tellement il est content. Il le secoue comme un prunier, j'ai adoré ça. Cette fois, ça y est, dimanche après-midi, dimanche soir pour nous, c'est le moment du départ. Alors c'est un moment toujours très important, on va le vivre ensemble, je vais vous résumer la course en moins de 2 minutes, comme d'habitude. Alors le départ, c'est parti. Tout se passe bien, Max Verstappen prend un bel envol, il arrive même à mettre un petit écart tout de suite avec les autres. Derrière, Alonso arrive à maintenir sa deuxième palle, Sainz ne peut rien faire. Au freinage du virage numéro 3, on voit Magnussen qui se met à la hauteur de Hamilton et qui vient un petit peu le toucher. Ça vient casser le bord de son aileron avant et ça va mettre en cause toute sa belle course qui l'attendait à Magnussen. C'est très dommage. Les choses sont à peu près établies jusqu'au tour numéro 8 et au tour numéro 8, on tombe sur ça. Et oui, c'est Pérez, d'un coup il est au ralenti, il se gare, c'est l'abandon. Alors c'est pas une casse moteur, c'est ce qu'on appelle une salade de pignon. On l'entend bien à l'audio quand on regarde le Grand Prix en direct. À un moment donné, il y a la boîte ou l'embrayage qui sait plus du tout comment ça marche. Le moteur marche encore, hein, il arrive à faire monter les régimes, mais alors il n'y a plus rien qui passe dans les roues. C'est un coup de tonnerre sur le circuit. Chez Red Bull, d'un coup, tout le monde se tend parce qu'on a Verstappen qui est devant pour une fois que Leclerc est derrière. Alors, ce serait quand même pas le moment de casser le moteur et de reproduire à l'inverse ce qui s'est passé la semaine dernière à Bakou. Plus tard dans la course, on retrouve un Hamilton en forme et ça fait plaisir. Enfin, il a l'air de moins souffrir du dos, ce qui est pas si mal et surtout, il a du rythme. Il nous offre une exceptionnellement belle bataille avec Esteban Ocon, notre petit Français chez Alpine. Alors il est obligé de s'y reprendre à 2 fois Hamilton, il se tente une fois à l'extérieur, mais avec le DRS et l'aspi sur la deuxième partie de la ligne droite des stands, ça marche, il le passe, c'est une très belle manœuvre, c'est un très beau combat. Les deux se retrouvent régulièrement en piste et ils commencent à se comprendre et à pouvoir livrer des batailles très propres. Pendant ce temps-là, Leclerc qui partait dernier fait une petite remontada, tranquillement, il se ferait un chemin au milieu de la meute et il remonte, il remonte, il remonte. La course est tranquille, honnêtement très tranquille jusqu'au tour numéro 49 sur 70. À ce moment-là, on a Tsunoda qui sort des stands et qui fait une vraie erreur de débutant. Alors cette erreur-là, je l'ai faite en simulation des caisses de fois sur ce circuit, c'est très piégeur. Il va essayer de tourner pour prendre son premier virage, sauf que à ce moment-là, la piste est un petit peu en dévers. Lui, il a des pneus durs et froids, ça ne freine pas. Il bloque les pneus, il tire tout droit dans les Tech Pro. Il casse évidemment sa voiture, c'est pas bien méchant, mais en tout cas, ça provoque un safety car. Ça veut dire qu'à 20 tours de la fin, toutes les voitures se retrouvent les unes derrière les autres. À la relance, Sainz pense avoir un petit avantage car ses pneus sont 6 tours plus jeunes que ceux de Verstappen, mais la réalité est autre. Il n'arrive pas à suivre le rythme, ou alors si, il arrive à le suivre grâce au DRS, mais il n'arrive même pas à se porter à sa hauteur, il n'arrivera pas à le dépasser avant la fin du Grand Prix. Par contre, c'est Charles Leclerc qui a bien profité de ce safety car. Il arrive à éliminer les deux Alpines coup sur coup, un tour après l'autre, au même endroit, au même freinage, de la même façon. Sa Ferrari marche bien, il la maîtrise bien, et il a des pneus en meilleur état que les deux Alpines, elles ne peuvent rien faire. Donc il arrive quand même à sauver les meubles en se mettant 5e. À l'arrivée, on a Verstappen qui s'impose devant Sainz et la 3e place revient à Lewis Hamilton. Ça y est, il est sur le podium, ça va mieux, ça y est, ça commence un petit peu à sourire, ça commence un petit peu moins à pleurnicher, ça nous fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là. On va aborder le côté technique de l'émission tout de suite et je vais vous expliquer la différence entre le marsouinage d'un côté et le bouncing de l'autre. Alors le marsouinage, je vous en avais déjà parlé, on ne fait qu'en parler depuis le début de la saison. Le marsouinage, c'est l'effet aéro qui se crée sous la voiture grâce à l'effet de sol, qui vient aspirer la voiture au sol jusqu'à ce qu'à un moment donné elle soit trop basse pour laisser les filets d'air passer dessous.
et ça la relâche. Ce qui nous donne un effet de marsouinage. On retrouve voilà, la forme de nager des dauphins. Ça, c'est le marsouinage. Maintenant, les voitures, elles ne sont plus trop sujettes au marsouinage, mais elles sont sujettes à ce qu'on appelle le bouncing. Alors, pour régler le marsouinage, l'idée, c'est de durcir les amortisseurs à l'arrière, empêcher la voiture de pouvoir s'écraser au sol, pour empêcher d'arriver à la hauteur critique où le flux d'air, la quantité d'air impressionnante qu'il faut faire passer sous la voiture n'arrive plus à passer. Donc, on rigidifie l'arrière. Moralité, il apparaît du bouncing à ce moment-là. Le bouncing, c'est le fait de rouler avec une voiture qui a des amortisseurs tellement durs que la moindre aspérité sur la piste donne une sorte de tressautement comme ça, intenable pour les pilotes à l'intérieur. Ça leur brouille la vision à force de gigoter. Vous vous rappelez les images que je vous ai montrées la semaine dernière au Grand Prix de Bakou? En gros, ne confondons pas le marsouinage et le bouncing. Le marsouinage est un effet d'aspiration de la voiture au sol, c'est un effet aéro. Et le bouncing, c'est un effet de rebond, de sautillement comme ça sur la piste à partir du moment où on n'est pas sur des tracés modernes qui sont extra lisses. La vérité là-dedans, c'est que, comme d'habitude, les voitures et les écuries doivent s'adapter. Elles doivent trouver le bon compromis entre les deux. Parce que le marsouinage fait perdre de la vitesse et de la performance. Et le bouncing aussi. Et en plus de ça, le bouncing, ça altère drôlement le confort de pilotage des Formule 1 pour les pilotes. La transition est toute trouvée pour parler des gossips de la FIA parce que là, du coup, avec cette histoire de marsouinage, de bouncing, où tout le monde mélange un petit peu tout, les écuries qui se mettent à pleurer parce que « Oh là là, mon pilote il a mal au dos, oh là là, mon pilote il y voit plus bien, on va vieillir trop vite », enfin, tout le monde y est allé de sa petite pleurnicherie. Le seul et unique but de tout ça, c'est de faire changer la réglementation pour pouvoir rattraper Red Bull et Ferrari. C'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autre explication que ça. Là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que Red Bull et Ferrari ne souffrent pas trop de ces problèmes-là, tandis que les autres écuries en souffrent beaucoup. Si les autres écuries veulent rendre leur voiture plus smoothie à conduire, un petit peu plus gentil pour les pilotes, ils vont perdre encore en performance et l'écart entre les écuries de pointe et les autres va encore augmenter. Donc là, la FIA se positionne, elle veut clairement niveler les choses par le bas. Le but du jeu, c'est de ne pas avoir deux équipes qui s'échappent et les autres qui sont à 40 secondes derrière. Ça, à l'heure actuelle en F1, c'est contre-productif et je le comprends, je suis assez d'accord avec l'idée. Sauf que en vérité, ça veut simplement dire que Red Bull et Ferrari ont beaucoup mieux travaillé que les autres. Mais après les sorties dans les médias des écuries, des pilotes, des directeurs d'écuries, j'en passe, la FIA a décidé d'intervenir. Alors on sent encore un plan bien ficelé, où là pour le moment ils ont dit on ajoute 10 mm à la hauteur de caisse de chaque voiture. Bah, 10 mm c'est ça. Donc ça ne change pas la face du monde, mais c'est le début, je vous l'avais dit la semaine dernière, pour effacer ces problèmes-là. Pour le marsouinage, en tout cas, il faut augmenter la voiture de 3-4 cm, mais ce qui fait perdre beaucoup d'efficacité en F1. Pour le bouncing, du coup, le problème est différent. Il faut assouplir en même temps les amortisseurs à l'arrière. L'équation est assez compliquée à trouver, mais elle n'est pas impossible. Quoi qu'il arrive, la FIA met son grain de sel. Il se lance dans une sorte on va dire, d'investigation. Ils vont un petit peu regarder les données, analyser tout ça, et ils vont faire une refonte du règlement technique en cours d'année. Ce qui fait évidemment jaser, à l'heure actuelle, Red Bull. Ils sont tranquilles dans un fauteuil, et là on vient leur dire non mais on va changer le règlement parce que les autres pilotes, ils ont mal à la tête à la fin des Grands Prix. Évidemment, les mecs, ils disent non mais vous foutez de notre gueule, Alors oui, ça fait jaser, et ça n'a pas fini de faire jaser surtout la suite au prochain numéro. Et pour finir cette émission, je vais vous parler d'Oscar Piastri. Piastri est un jeune pilote bourré de talent qui a écrasé les championnats auxquels il a disputé. C'est une petite pépite australienne et ce pauvre jeune pilote se retrouve sans baquet cette année. Là, à l'heure actuelle, il est dans les stands, mais il n'est pas dans les voitures. Et c'est un scandale. C'est un scandale parce que comparé à certains pilotes présents à F1, je parle principalement des pilotes payants qui n'ont absolument pas le niveau que lui pourrait avoir. Et ça, c'est un scandale. Alors vous avez compris, j'en cible pas 50. De toute façon, il n'y en a pas 50 des pilotes payants sur la grille. Enfin, il n'y en a pas 50 qui ont vraiment aucun talent. En tout cas, je cible particulièrement mon petit chouchou de l'année. Je parle évidemment de Nicolas Latifi. Alors, encore une fois, je rappelle, le mec... Nicolas, en tant que Nicolas, c'est un mec très chouette. J'aime beaucoup le personnage, il est très sympathique, c'est pas la question. Juste, en termes de pilote de Formule 1, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau, c'est comme ça. Il ne peut pas se faire à la F1, il n'y arrivera pas. Vous pouvez le laisser 35 ans en Formule 1, il sera toujours dernier, c'est comme ça. Mais là, les choses viennent de changer. En effet, Nicolas Latifi est un pilote Williams,
Et chez Williams, à l'heure actuelle, ils ont le moteur Mercedes. Très bien. L'année prochaine, Williams vient de signer un contrat avec Renault. Ça veut dire que c'est Renault qui va équiper le moteur de la Williams de l'année prochaine. On retrouvera une Williams Renault comme à l'ancien temps et ça fait plaisir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Oscar Piastri, c'est un pilote estampillé Alpine, c'est-à-dire Renault. Et là, on peut se mettre à discuter. Ça veut dire qu'en fait, Renault a fait un prix sur l'équipement qu'ils vont fournir à Williams à condition de laisser une place dans un baquet pour le petit Piastri. Et ça veut dire que Nicolas Latifi out. Alors je ne sais pas quelles sont les raisons. Est-ce que c'est purement sportif, c'est-à-dire les résultats sont catastrophiques, maintenant ça va, on arrête le tir. Est-ce que papa a coupé l'argent de poche et là à ce moment-là, c'est plus aussi simple de casser des voitures et de cracher des billets pour les réparer. Je ne connais pas exactement la raison, mais le fait est, Nicolas Latifi, il va sortir. La seule question qui reste à se poser à ce sujet, c'est quand? Parce qu'en vrai, ça pourrait intervenir assez tôt dans la saison. J'imagine bien que Williams actuellement, malgré le fait qu'ils aient un moteur Mercedes, ils ne sont pas ultra fans du rendu en course de Nicolas Latifi. À ce moment-là, ils pourraient trouver des clauses dans les contrats pour réussir à pousser l'un pour faire rentrer l'autre à la mi-saison. Ça permettrait par exemple à Piastri de se faire la main avant d'attaquer sa réelle première saison, ça c'est déjà vu, et ça permettrait en même temps d'écarter un problème qui coûte cher à l'écurie, en image de marque particulièrement, et c'est vrai que ça redore pas l'image de Williams qui est déjà au fin fond des bas-fonds des tréfonds. Je suis très impatient de voir Piastri en course, ça va me faire très plaisir, c'est un pilote que j'ai suivi dans les catégories inférieures, et honnêtement, on voit qu'il a quelque chose dans son coup de volant et dans sa façon de réfléchir. Il m'a rappelé des Norris, des Russell, voilà, des pilotes qui sont pétris de talent. Ça va être vraiment chouette de le retrouver en Formule 1. Et voilà les tondeuses, c'est tout pour cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix de Silverstone. Ça va être un grand moment de Formule 1. Allez, à bientôt, salut!